enchaîner par la première des conférences de cette soirée avec l'agence VIB, dont vous avez les deux associés qui sont assis à cette table, à la fois Bettina Ballus et Franck Vialet. On va leur demander d'abord de parler peut-être des bâtiments publics d'une manière assez générale. C'est Bettina Ballus qui va le faire. Et ensuite, Franck Vialet nous donnera un certain nombre d'exemples. Donc, je vous laisse commencer votre conférence. Juste un petit test, ouais. Bon. Alors moi, je vais commencer tout au début. Quand j'ai fait le choix de devenir architecte, je pensais que c'était pour changer le monde. Moi, je pensais que c'était un acte social d'une certaine manière. Je voulais donner aux gens ce dont ils ont besoin et de les rendre heureux ainsi. Et je pense que l'architecture et l'urbanisme unis ont toujours ce pouvoir magique dont je rêvais jeune. Et dans ce temps de crise, on a besoin d'eux, d'autant plus. Et cela, même si on se heurte, a de plus en plus de difficultés. Quand on nous a dit qu'on était invité à la Biennale au titre « Reconstruire la ville sur mesure » et aussi de participer à une conférence « Quel bâtiment public pour la ville sur mesure », on a commencé à faire un inventaire de la ville d'aujourd'hui. C'est ce que vous voyez là. Il a l'air sûrement un peu réducteur, mais il permet de dessiner une image noire de la situation actuelle, car parfois, je pense, il faut se faire peur pour pouvoir voir plus clair. Alors, qu'est-ce qui est la ville ? La ville, c'est un assemblage, en fait, de logements, de bureaux, d'usines, de bâtiments et d'espaces publics, et tout cela au service de l'homme. Et uniquement quand il y a une convergence de tous ces besoins, l'homme, il est comblé. C'est un équilibre fragile, exposé à des multiples dangers. La ville prend la crise économique de plein fouet. Avec la perte des emplois, les logements deviennent de plus en plus inaccessibles, que ce soit en accession ou en logement social. Les entreprises s'éloignent de plus en plus des centres, dans les centres-villes parce qu'ils sont devenus trop chers. Il y a une pénurie des espaces de rencontre par manque de moyens pour les entretenir ou en construire d'autres. Tout cela fragilise l'homme. Il est mis en échec, part en dépression ou en burn-out carrément. Et à cela se rajoutent d'autres peurs avec les attentats terroristes récentes. Le logement devient un peu comme un refuge. Les lieux de travail sont surveillés. Les accès aux bâtiments publics sont filtrés. Tout cela nous donne une image d'un monde divisé en gentils et méchants, un peu comme les jeux vidéo auxquels jouent nos enfants. L'Europe fait face en plus à une vague d'immigration récente, ce qui augmente encore le problème de manque de logement. C'est ce qui aussi amène de plus en plus de travail clandestin. Les administrations sont surchargées pour traiter toutes ces demandes. Les lieux publics sont investis par des camps. Face à cela, beaucoup fuient dans un monde virtuel, aux échanges juste numériques. C'est plus simple parce que la vie autour, elle est trop compliquée. Et cette crise de société, elle se montre effectivement dans l'état d'urgence déclaré pour les logements, dans les plans de sauvegarde des entreprises. Et tout cela, ça amène à une perte d'identité de l'homme qui se ressent aussi sur les bâtiments publics, qui perdent d'une certaine manière leur sens quand ils ne peuvent plus accomplir toutes les fonctions et qui sont surchargés. Et à tout cela, comment on réagit ? C'est une réaction naturelle, c'est comme aussi quand on a une maladie, on se protège. Dans cet état de faiblesse, on crée des barrières ou des limites. C'est pour cela on retrouve au niveau des réflexions, des réactions des gens, et encore une fois, des ghettogrisations au niveau des logements, un euphémisme pour les bâtiments de bureaux. On veut juste se protéger et les espaces publics, ils ressemblent en grande partie à des déserts urbains. L'homme, il s'isole de ses pairs et il est perdu. Mais je vous rassure, la page d'après, il y a de l'espoir. Alors maintenant, le nouveau brainstorming, ça part un peu effectivement plus dans tous les sens. Je pense que nous devons effectivement penser à une architecture non anxiogène. Il faut qu'on crée des espaces et
agréable pour les gens, on renforce des espaces d'échange physiques. Il faut investir dans des espaces urbains et publics afin que les gens y reprennent confiance dans le monde et en soi. Effectivement, il nous faudra, et surtout aux politiques, du courage pour revendiquer une ville ouverte au public et de continuer à effectivement travailler sur une mixité des populations et aussi de créer une variété des typologies, continuer à faire des bâtiments qui sont flexibles au niveau de leurs espaces et aussi, c'est ce dont on parle actuellement beaucoup, la réversibilité des fonctions. Tout cela est assez... comment je dirais-je, c'est beaucoup d'éléments. Et il sera bien effectivement de pouvoir réunir ça sous quelque chose. Et moi, je ne sais pas si vous avez compris, moi je suis allemande et un peu sans pensée nationale. Je me dis ce sera important que les Français y portent leur architecture à la française. C'est une architecture pour moi, c'est pour ça que je suis venue ici, qui est simple, chic, individualiste et joyeux, un peu à l'image vestimentaire d'une Française. Et c'est ça, aujourd'hui, ça vous fait sourire, c'est bien. C'est ce qu'on a souvent perdu, et cette simplicité. Et nous pensons aussi que l'État, il doit soutenir l'export de l'architecture française, souvent copiée par les Chinois, mais à laquelle les portes sont souvent fermées dans d'autres pays. Parce qu'à l'étranger, nous avons trop souvent encore la connotation d'une architecture à laquelle il manque la gestion du détail, l'oubli de la maintenance, de l'environnement. Certes, nous y avons un certain retard, mais tout cela nous appelle, en tant qu'architectes, à une adaptation de nos ambitions au budget, vers une simplification de l'architecture. Et c'est aussi pour cela que dans le petit livre où nous avons publié un petit article, que nous avons remplacé le titre de la biennale, « Reconstruire la ville sur mesure » par « Revoir la ville avec mesure ». Comme le monde est soumis à des modes de plus en plus rapides et que l'architecture est très lente par son mode de fabrication et pas sa durée de vie, nous devons trouver une solution pour que l'architecture s'accorde à la vitesse du monde. Voilà, le monde à l'envers. Reconstruire la ville sur mesure pourra faire croire qu'on sera à la recherche d'une recette pour faire la ville. Mais nous pensons qu'il faut plutôt le voir comme un processus qui se joue au cas par cas. Dans bien des situations, la structure urbaine existante orientera des constructions futures sans qu'il soit nécessaire d'émettre des règles supplémentaires. Ainsi, nous plaidons pour une réduction des limites réglementaires. Des règles d'urbanisme d'aujourd'hui, mais aussi de construction, d'accessibilité et de sécurité, sont un luxe qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui. L'urbanisme réglementé est dépassé par les événements, car souvent trop rigide, trop lent, trop cher. Il empêche la réalisation de nombreux projets et est la raison pour laquelle certaines ZAC peinent à se remplir. Ainsi, nous revendiquons effectivement un urbanisme libre, expérimental et participatif, avec tous les intervenants de la construction et avec l'architecte comme fédérateur. Un rôle qu'il a trop souvent perdu au profit d'une industrie de construction dont il est un poste de dépense parmi d'autres. Et ce n'est pas parce qu'il y aura moins de règles que cela deviendra n'importe quoi. L'architecte y veillera. Et je pense personnellement, parce qu'effectivement, en regardant les autres pays européens, qu'il faut éloigner l'architecte au niveau de sa formation encore plus des beaux-arts et aussi dans l'image que les gens se font de l'architecte et de le rapprocher de l'ingénieur afin qu'il puisse réellement, main dans la main, travailler avec lui et pas en confrontation comme c'est souvent encore le cas. Et nous pensons même que l'architecture, il faut l'enseigner dès le plus jeune âge. Il faut une vraie éducation à l'espace et à l'architecture déjà dans nos écoles très tôt, afin que le jugement de la société et des maîtres d'ouvrage soit averti. Parce qu'il faut se rendre compte que nos nouvelles villes, ils ne vont plus ressembler à celles que nous connaissons.
Certains vont dire qu'elles vont être moins belles, car moins organisées, moins précieuses, parce que moins de moyens. Mais elles seront juste différentes. Tant qu'il y aura de la densité, il y aura de la ville, il y aura des commerces, il y aura besoin de bâtiments et de lieux publics. Afin que les jeunes s'intéressent plus au monde réel qu'au monde virtuel, nous avons aussi imaginé des projets concrets, un peu à l'image effectivement du réseau virtuel. Il faudra créer un réseau de lieux physiques connectés, par exemple, pour renforcer aussi l'image de l'Europe, d'avoir dans chaque métropole, mais même dans chaque grande ville, par exemple, une maison de l'Europe, et pas uniquement un petit lieu quelque part caché, par exemple, à Paris, dans le Marais. Il faut aussi encourager les journées ouvertes, comme c'est effectivement le cas ce week-end avec les fêtes des sciences, afin de favoriser la recherche et l'innovation. Parce que c'est uniquement avec des nouvelles industries que nous pourrons surmonter la crise économique. Et c'est à l'image, en fait, d'un laboratoire de recherche que nous pensons qu'il faut garder dans l'architecture, comme dans la ville, un esprit ouvert où l'imprévu peut être la source d'innovation pour le bien-être de l'homme. Vib Architecture est très content, en fait, qu'une grande partie de son travail se fait sur des bâtiments scientifiques. Du coup, la recherche, c'est un peu notre ligne fédérateur, on peut dire. Du coup, je vais passer la parole à Franck Vialet, qui va parler un peu plus concrètement avec des images de nos projets. Et faire la ville sur mesure, c'est un peu l'activité de l'agence depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on nous a confié la réalisation, pour ceux qui connaissent, puisque c'était en Normandie, à Val-d'Oreuil, du monument à la mémoire et à la paix, qui est une interprétation qu'on a faite d'un lieu ouvert, une espèce de crypte à ciel ouvert pour rassembler des gens. Et donc depuis 20 ans, on réalise énormément de bâtiments qui sont essentiellement des bâtiments publics, et aujourd'hui, on en a sélectionné un certain nombre qui font notre actualité. C'est notre quotidien à l'agence aujourd'hui, ou alors ils viennent tout juste d'être livrés. Et on va regarder une série de bâtiments, je vous propose, selon 3 axes. L'insertion urbaine. J'aime bien cette idée de dire que chaque bâtiment s'apparente un peu à une intervention chirurgicale dans un lieu. Il faut être juste dans son implantation, dans sa forme, dans l'attention qu'on va porter à sa réalisation. Et en tout cas à l'agence, on essaye de construire chaque bâtiment avec énormément de précision. Le deuxième point d'entrée, le deuxième regard qu'on va porter sur ces bâtiments, c'est évidemment l'idée qu'au-delà du programme, qui parfois dans les programmes auxquels on est confronté sont très sophistiqués, très complexes, où on adresse des process qui sont très définis. Parfois, on va accueillir 350 ou 400 chercheurs qui ont réfléchi à des modes de travail. Nous, on va apporter les liants de tous ces programmes et qui sont en fait les espaces collectifs qui vont rassembler tout le monde au cœur du bâtiment par des grands atriums, par des espaces un peu généreux où le lien va pouvoir se faire. Et troisième regard qu'on va apporter, parce qu'on est évidemment dans des logiques de construction, et la construction et la réflexion qu'on peut avoir sur les modes constructifs sont nécessaires quand on va se poser la question de la réversibilité et surtout de la flexibilité des programmes qu'on adresse. On voit bien aujourd'hui, on a un patrimoine qui est colossal, on va essayer, et qu'on est régulièrement confronté à la transformation de bâtiments, à la réhabilitation. Et la question qu'on se pose toujours dans nos projets, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir insérer dans le gène propre du bâtiment sa mutation dans 10, 20, 40 ans. Est-ce qu'on permet qu'il devienne autre chose ? Le premier exemple qu'on a choisi, donc c'est facile, c'est ici, à Caen. On a plusieurs réalisations. Et ça, c'est la dernière qu'on vient de livrer, qui est pour l'Antiquan. C'est au bout de la ligne de tram voilà, à l'Antiquan. C'est un programme de laboratoire pour cette grande école qui va rassembler des ateliers de mécanique, d'optique, d'électronique et d'informatique. Un certain nombre de programmes. Le bâtiment
on l'a inséré, voilà, on est arrivé dans cet environnement assez lâche. Les projets que je vais présenter vont partir de ceux qui sont le moins contraints dans leur environnement à ceux qui sont peut-être le plus définis, ou dont l'environnement le plus défini est plus contraignant. Donc ici, on est en périphérie nord de Caen, et l'accroche, l'environnement dans lequel on est, on a l'Ensican qui est un peu arrondi à droite avec ses formes, et on est arrivé avec nous, notre bâtiment, ce bâtiment en Y, qui reprend les grandes lignes directrices et qui permet d'avoir donc 3 ailes qui se retrouvent autour d'un cœur qui va abriter le hall d'accueil et des espaces de conférence. Je passe sur l'architecture rapidement. Donc voilà, c'est un bâtiment qui est essentiellement en verre, qui s'ouvre et qui donne une forme de dynamique. Le hall d'accueil à l'intersection des trois ailes du bâtiment, un espace de conférence et des lieux de réunion qu'on dessine toujours à l'intersection, en fait, au pillage des 3 ailes du bâtiment. Ce qui est intéressant aussi avec cette forme de Y, j'y reviens, c'est qu'on va adresser 3 orientations, 3 espaces extérieurs qui vont avoir une qualité propre en lien avec le bâtiment. Quand on parle d'évolutivité, la solution la plus simple, c'est celle-ci. C'est en face de chantier, on a les façades porteuses, et finalement, ce qui est construit, c'est de l'espace, en béton en l'occurrence dans ce projet-là. Et on voit bien qu'une fois qu'on va aménager des locaux à l'intérieur, on conserve une flexibilité, une évolutivité dans le temps. Donc ça, c'est à l'intérieur du bâtiment. Il est très simple dans sa construction. Et ces grands espaces font que, quels que soient les aménagements qu'on aura prévus, on pourra le transformer en autre chose. On peut imaginer des logements dans ce type d'environnement. Le deuxième projet, c'est un projet à Rouen qu'on livre aussi à l'heure actuelle, qui est un centre de formation pour l'hôpital de Rouen. Les accroches urbaines, elles ne sont pas nombreuses. On est dans une ZAC qui est assez récente. On a 2 voies qui nous sont proposées. Une première qui est horizontale et une deuxième qui part selon un arrondi où peut-être un jour il y aura un pont. Donc l'implantation, elle est assez simple. Elle a l'angle de ces 2 voies. L'accès va se faire sur l'angle. L'arrondi va générer une forme d'architecture. Ce bâtiment, et c'est la petite tâche, non mais je reviendrai sur l'atrium après, voilà, donc on est dans des périphéries, la périphérie de Rouen, on est dans une ZAC qui est aujourd'hui un grand terrain vague, enfin un parking, et on est à l'amorce de la ville. C'est plus facile, j'ai envie de dire, avec un bâtiment public, d'amorcer quelque chose, d'un lieu qui va rassembler du monde. Donc le bâtiment, on le voit, c'est lui qui est strié de façon horizontale, qui s'insère dans un paysage, voilà. Ça c'est le bâtiment vu d'un peu plus près. On est dans une façade qui est homogène, une stratification horizontale. Et ce qu'on ne voit pas ici, c'est que derrière ces vitrages, il y a un bâtiment qui est dual. À la fois des éléments de programme, on va répondre précisément à des lieux de formation qui sont très identifiés et très spécifiés, et à la fois un atrium qui relie l'ensemble du programme. Donc dans cet atrium qui est caché derrière le vitrage, un peu camouflé, j'ai envie de dire, on a 2 escaliers qui vont desservir tout le bâtiment et qui vont le rendre fonctionnel. Et on imagine très bien les gens qui sortent d'une formation CESU, premier secours, qui vont rencontrer des médecins qui ont eu une formation pour un implant cardiaque. C'est ce genre de lieu qu'on essaie d'insérer à l'intérieur de tous nos bâtiments. On est dans une logique constructive qui est tout à fait comparable, un peu moins propre pour ce bâtiment-là, mais dans une logique où l'ossature est là et les aménagements intérieurs sont pensés pour pouvoir rester évolutifs, notamment sur un projet de formation où les demandes peuvent évoluer en termes de capacité et de nombre de personnes. Troisième projet, il est à Strasbourg. C'est une usine-école, centre de formation à nouveau, qui est inséré dans un campus. C'est quelque part un projet dans un ensemble
universitaire avec plusieurs bâtiments. Donc ici, c'est ce rectangle, bâtiment très compact, mais même avec une architecture assez sobre dans sa géométrie, on a pu, avec ce projet-là, travailler une façade assez complexe. Pourquoi ? Le cœur de l'usine école, c'est une usine qu'on va pouvoir visiter depuis l'extérieur. C'est l'idée même du centre de formation qui est fait là. Donc, on a un cœur qui est le cœur du bâtiment, et autour de ça, une galerie périphérique accessible qui doit être très lumineuse et ouverte pour pouvoir dispenser un enseignement ambulatoire. Tu peux passer ? Donc voilà, c'est cette architecture aussi assez uniforme sur l'ensemble des faces. Ces grandes ouvertures. Donc à gauche ici, on a la galerie périphérique qui permet de voir à l'intérieur d'un process, à l'intérieur d'un centre de formation, des éléments qui sont dispensés et enseignés, de voir ce qui s'y passe. Et à droite, on voit ce qui sera bientôt le hall d'accueil, à nouveau sur plusieurs niveaux, qui rassemble les gens, et avec des espaces de démonstration et des espaces où les industriels sont invités à venir démontrer leur savoir-faire. Oui, où la technique est visitable. Le système constructif pour ce bâtiment-là est complètement différent. C'est un système en charpente. L'intérêt de la charpente est évidemment, un peu comme ici, de pouvoir avoir des grandes portées, libérer des grands espaces beaucoup plus simplement qu'avec les systèmes constructifs en béton. Et à l'intérieur de ces espaces vont se loger tout l'ensemble du programme qui est assez complexe et assez technique. Autre projet à Bordeaux, Neurocampus. C'est un projet qui s'insère dans une université. Le Neurocampus, c'est en fait la réunion de 3 bâtiments, si vous voyez la petite flèche. Ce bâtiment-ci est existant, ce bâtiment-là est existant, et par ces 2 passerelles et le bâtiment qu'on crée ici, on va créer un ensemble de recherches pointues sur qui va permettre à les chercheurs d'étudier les neurosciences et les maladies neurodégénératives. Donc c'est la dernière clé d'un ensemble qui va constituer le Neurocampus. Le bâtiment que l'on nous a demandé de construire est très, voire presque trop dense, trop gros par rapport à l'emprise qui était disponible. Et c'est un peu la tendance sur les projets à venir. Il y a un appétit fort des chercheurs dans ce contexte-là à en vouloir plus. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment faire beaucoup avec peu de place. C'est vraiment la notion de ce projet-là. Donc 2 façons d'y répondre. À la fois, même si on est dans une architecture très massive et qui prend beaucoup de place et qui est assez haute, il y a 13 000 m² sur 4 niveaux, il y a plusieurs façons. D'abord dans le traitement de la façade, dans les interstices et les terrasses qu'on va créer à la périphérie, qui font qu'il y a un lien entre les espaces de recherche, les espaces de travail et l'extérieur, qui sont des échappatoires, qui sont des lieux de rencontre. Il y a aussi dans cette double peau, qui fait qu'on n'est pas dans une frontalité complète du bâtiment, mais il y a une transparence qui s'opère par la façade. Et il y a un atrium au cœur de tout ce grand programme complexe. Il y a un atrium qui va rassembler l'ensemble des niveaux où les gens vont pouvoir se retrouver, les chercheurs vont pouvoir échanger, puisqu'il est évident que la recherche se fait aussi par l'échange et par la rencontre physique entre les gens. Voilà, on est toujours dans le même type de système constructif. Même programme, j'ai envie de dire, encore 350 à 400 chercheurs, cette fois insérés dans un centre hospitalier à Toulouse. À nouveau, des chercheurs qui avaient trop d'envie par rapport à la capacité construite, ou en tout cas cette dent creuse qui était laissée au sein de l'hôpital. Notre réponse a été de monter, et ça a été surtout, ce que vous voyez en rouge, de déplacer le bâtiment au-dessus de la rue pour libérer de l'espace autour du bâtiment qu'on construisait, retrouver du sud et de la lumière, qui est évidemment primordial et indispensable. Et donc, le bâtiment s'avance en porte-à-faux sur la rue. Ça n'a pu être fait qu'avec l'aval de l'architecte coordinateur de l'ensemble de la zone et par des négociations qui ont heureusement pu aboutir. Autrement, on aurait eu un bâtiment très refermé et qui n'apportait pas les qualités spatiales pour pouvoir pour 350 chercheurs.
Donc on le voit, il est un peu plus haut que l'environnement, il s'avance sur la rue. Il a son identité propre, c'est notre client qui voulait ça. Voilà, donc ça c'est la façade d'entrée avec ce hall généreux qui est au nord, donc même si on est à Toulouse, on arrive à le vitrer assez largement. Les espaces où les gens vont pouvoir se rencontrer. La flexibilité sur ce bâtiment, elle est apportée par un système assez rare et qui est intéressant, je trouve, pour les initiés. Vont reconnaître dans ces ballons gris là, des ballons pleins d'air qu'on met dans les dalles en béton qui permettent d'alléger la structure. Ce qui est intéressant aussi, ce sont ces grands câbles, qui est un système constructif assez innovant. Grosso modo, l'ensemble du système permet de réaliser ce bâtiment avec une solution post-contrainte qui a plein d'avantages, 2 essentiels. On a supprimé l'ensemble des joints de dilatation. Donc ces espèces de fissures fabriquées nécessaires au cœur des bâtiments pour leur permettre de bouger. Supprimer les joints de dilatation, c'est toujours utile dans les environnements de laboratoire et avec des environnements plutôt aseptiques et qu'il faut nettoyer régulièrement. Et l'autre intérêt de cette solution-là, c'est qu'il n'y a plus de poutre. Donc on fabrique un plancher qui est lisse évidemment, puisqu'on va marcher dessus, et un plafond qui est complètement lisse. Donc on va pouvoir donner une flexibilité maximum, à la fois dans les aménagements intérieurs, passer toute la technique, tous les traitements d'air, voilà. Donc cette surface lisse, qui est un petit peu un idéal pour un architecte, on arrive à le faire avec des solutions qui sont techniques et complexes, mais qui permettent une vraie évolutivité du projet à long terme. 2 derniers projets. On est dans tout autre type de programme, résidence étudiante dans Paris, où cette fois on est dans un environnement très très contraint, construit, où le bâtiment va s'insérer complètement dans la relation à son environnement. Sur rue, en bas, la résidence étudiante, sur cour, à l'arrière de la parcelle, ici une crèche. On est dans la mixité, ça pose d'autres problèmes, d'autres notions qui sont évidemment intéressantes. Le bâtiment est implanté dans une logique de la rue qui se retourne en corps d'îlot, avec un bâtiment plot, rond, arrondi ici, à l'articulation de la rue et d'un parc, d'un joli parc 19e. Et la crèche à l'arrière qui s'installe vraiment uniquement dans notre relation de proximité et de ce que permet l'urbaniste et les règles d'urbaniste. Donc on a saturé avec ce bâtiment la capacité construite dans un respect réglementaire de l'environnement. Alors ça crée des tensions, ça crée aussi une architecture un peu particulière. Donc voilà, ça c'est le bâtiment qui articule la rue avec l'intérieur du parc. La crèche vue de chez le voisin qui se loge dans juste l'interstice qui est nécessaire pour que l'espace puisse filer à gauche et à droite. Voilà. Et la crèche vue du côté des enfants, où toutes ces lignes en fait viennent reprendre et ces retraits des contraintes de prospect et de rapport à l'autre, à l'environnement, au fond de la parcelle. Les lieux de rencontre pour ce programme mixte, c'est au milieu des deux, c'est ce jardin en fait où les étudiants et les enfants peuvent se rencontrer, pourquoi pas. C'est dans les étages des espaces de collectifs communs avec vue sur les toits, ou dans la faille et l'interstice des espaces où les étudiants vont pouvoir, ont aujourd'hui aménagé des canapés et des lieux d'échange qui ne sont pas la chambre individuelle. Et dernier projet, c'est un projet un peu différent, parce que c'est un projet Signal, parce que c'est un programme qui est très spécifique et un peu atypique, en bordure du périphérique. Donc c'est un centre de distribution de ciment. Excusez-moi. Ce qu'on va retenir de ce projet-là, c'est qu'il est à la fois Signal, il fait lien entre Paris et la banlieue.
c'est la première pierre d'un projet qui va initier un nouveau quartier, le quartier Brunzeau Nord, mais c'est aussi un projet qui est au-delà du périphérique, mais dans l'emprise de Paris, et qui a un rayonnement à 360 degrés au bord des voies. C'est aussi un projet qui était trop petit par rapport à sa parcelle. Donc il a obligé de faire un petit peu quelques efforts. Donc on a un bâtiment qui est soulevé du sol pour que les camions puissent passer en dessous. Et c'était pas suffisant. Ce bâtiment là devant, avec les taches en orange, il est aussi sur rue. Il vient prendre de la place parce qu'on n'avait plus de place pour le réaliser. Donc un programme trop petit, enfin un programme trop grand par rapport à une emprise qui nous était donnée, a fait que ce bâtiment est sur pied donc. L'architecture de ce projet découle de la relation qu'on a eue avec la personne qui allait l'exploiter, qui vend du ciment. Hein. C'est un centre de distribution de ciment. Et donc l'architecture en béton était logique par rapport à l'attente de notre client et dans la relation qu'on a eue et la construction du projet qu'on a eu. Et donc toute l'architecture vient s'insérer dans des silos qui soient verticaux pour être fonctionnels ou horizontaux pour accueillir les bureaux. Donc la flexibilité, elle est donnée par des coques qui sont industrialisées, qui sont préfabriquées et dans lesquelles on fait des aménagements où on voit facilement la notion la possibilité de faire évoluer en fonction des besoins. Et j'en ai fini.